cours de vos carrières. Je pense que tous ici. Ok. Excusez-moi. Je pense que tous ici, vous êtes intéressés par la suite à donner à vos études, les types de carrières que vous pouvez emprunter, les possibilités qui s'offrent à vous une fois que vous êtes dans le monde professionnel. Et c'est pourquoi j'aime bien entamer ces discussions avec les étudiants pour leur faire voir un peu les possibilités qu'ils ont s'ils croient en eux. Parce que l'important, je pense, c'est de croire en soi-même d'abord. Okay. Alors, Salesforce, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que vous connaissez un peu la notion de CRM. CRM, vous connaissez? Non, oui. D'accord. Customer Relationship Management. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est si vous avez une entreprise, quel est le facteur le plus important entre fidéliser ses clients, avoir de très grands experts au sein de l'entreprise, ou bien être sur un très bon fond? Entre ces trois-là, quel est le plus important? Quel peut être le plus important? Oui? Fidéliser les clients. Fidéliser les clients. Pourquoi? Oui, c'est grâce à eux qu'on parle d'entreprise. Effectivement. D'autres amis? Discordants? Bien, c'est bon, il faut toujours fidéliser les clients. Oui? Je pense que ce seraient les experts, parce que de bons experts pour les fidéliser les clients. De bons experts pour fidéliser les clients. Oui, c'est possible, mais c'est discutable aussi. Il faut avoir de bons experts qui sont plus intéressés par leur salaire qu'autre chose. Il y a des disputes internes entre experts où chacun se croit plus intelligent que l'autre. Bon. D'autres avis? Alors, je pense que cette notion de fidélisation du client, quand même, elle est fondamentale. Quoi qu'on dise. Elle est fondamentale. Avoir de bons experts peut y contribuer. Être sur un bon filon aussi peut y contribuer. Mais je pense qu'il faut tout faire pour une organisation. Alors là, même, je ne peux même pas réfléchir en termes d'entreprise. Je réfléchis même en termes d'organisation. Toute organisation, au fond, a des gens à fidéliser. Que ce soit même un gouvernement. Ils ont intérêt à fidéliser les peuples. Sinon, ils vont en payer les pots cassants. Comment se passe ce processus de fidélisation? C'est ça le rôle d'un CRM au sein d'une organisation. Tout ce qui peut permettre la gestion, une très bonne gestion des relations entre l'entreprise et le public, entre l'organisation et les gens qu'elle est censée servir. C'est ça, en fait, le rôle du CRM. Selon vous, ça passe par quoi? Un bon CRM, ça passe par quoi? Par quelles activités dans l'organisation? Bien, par quel secteur? Pour gérer les relations avec les clients, ça passe par quoi? Oui? Vous, les Sénégalais, vous avez parlé. Je pense que la communication résout tout. Mais c'est un bon axe quand même, je suis d'accord avec ça. Autre chose? Vous qui achetez chaque jour du crédit Orange, comment Orange vous fidélise? Des bonus? Les promotions, oui? Les ok. Alors, mais au fond, oui. La qualité du réseau, un très beau service. Donc, on entend un peu marketing, les Illimix, ça tourne autour du marketing. Un réseau de bonne qualité, ça tourne autour des services.
Et vous avez surtout qu'il vous facilite l'achat du crédit. Si par exemple, vous deviez acheter, pour acheter du crédit, vous devez aller jusqu'à l'université Cheikh Anta Diop chaque jour, c'est pas bon. On vous facilite la vente. Donc l'activité CRM, en fait, se résume autour des activités de vente. Comment on vend aux clients? Comment on essaie pour toujours mieux vendre, pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils soient intéressés par ce qu'on fait. Les activités et tout ce qui tourne. Donc, un CRM en fond, ça tourne autour de ça. Tout ce qui est relation client, vente, service après-vente, marketing. Et les gens de Salesforce, c'est ce qu'ils ont compris. En fait, c'était des ingénieurs qui étaient à Oracle. Après, ils sont sortis dans les années 99. Ils ont fait un focus uniquement sur le CRM. Donc, leur objectif, c'est d'aider les entreprises à avoir de très bons CRM. C'était ça leur objectif. OK? Donc, ils ont mis en place Salesforce avec des objectifs simples. L'entreprise peut gérer ses ventes, son marketing à partir de la plateforme et sans pour autant avoir besoin d'informaticiens hyper qualifiés. En plus, il peut personnaliser tous ces aspects CRM. Parce qu'au fond, le CRM, la plus grosse difficulté, c'est sa personnalisation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une entreprise comme Orange et une entreprise comme Dakar Demdik auront le même CRM. Parce que ce n'est pas les mêmes activités qu'il y a. Donc, c'est cette personnalisation-là qui fait la plus grosse difficulté du CRM. Donc, en 1999, ils se sont intéressés par ça. Ils ont été même ruinés à un certain moment. Pour dire que ça n'a pas été facile. Mais après, ils ont su remonter. Donc, c'est cette plateforme-là que je vais vous présenter. Et comment cette plateforme peut profiter à tout le monde, c'est-à-dire surtout à l'Afrique. Comment elle peut être une opportunité pour les Africains comme ça. OK. Alors, ça, c'est un peu tout ce que Salesforce fait comme revenu à travers le monde. Quand je dis je vais parler de l'écosystème Salesforce, pas l'entreprise Salesforce. Tout ce que l'écosystème Salesforce génère comme revenu à travers le monde. Donc, c'est presque 859 milliards de dollars. Et juste autour de l'activité. Toutes les grandes compagnies du monde, on vous le dit ici. Alors, 89% des compagnies du Fortune 100 utilisent Salesforce, mais utilisent des outils venant de Salesforce. On prévoit 3 300 000 jobs d'ici l'horizon 2022 sur Salesforce, à travers le monde. Et ces prévisions ont été revues même à la hausse. Si vous allez en France, beaucoup de gens qui veulent se reconvertir, des informaticiens et tout, qui ont été dans un système classique, vont faire de Salesforce. Des non-informaticiens aussi se reconvertissent en Salesforce et gagnent bien leur vie avec. En Amérique du Nord, c'est pareil. Alors, je vais faire des sens. Si vous regardez cette carte, les points orange, en fait, représentent les business revenus. Net business revenus entre 2017 et 2022. Et les points verts représentent les nouveaux emplois créés à partir de Salesforce. Vous voyez qu'en Amérique du Nord, quand je donne le cas des États-Unis, c'est 411 milliards de dollars. 408 760 jobs. Vous dites comment la demande est forte. Vous allez dans les autres parties du monde, France, partout, Brésil, 26 milliards de dollars, 195 683 jobs. Alors, en Afrique, est-ce que vous voyez dans la carte là? Il n'y a rien. Vous prenez l'Inde, 17 milliards de dollars. Donc, nous avons un rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la demande en expert Salesforce, bien en expert dans les différentes certifications Salesforce est très forte.
mais l'Afrique n'est pas présente. Pour beaucoup de raisons. Et ces raisons aujourd'hui ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Donc, nous sommes, par exemple, l'entreprise que je connais qui a été le premier partenaire Salesforce en Afrique de l'Ouest, est ici au Sénégal, je suis le CTO. Il y a une seule qui nous a rejoint depuis lors. Et parce que simplement, il n'y a pas de formation Salesforce dans ce pays. On n'en a pas. Nos entreprises ont un mode de fonctionnement qui est très différent du mode de fonctionnement des entreprises européennes. Il y a aussi le cloud qui fait un obstacle parce que Salesforce utilise le cloud. Mais moi, je suis sûr que tout ceci va changer d'ici quelques années. Et qu'il est important aujourd'hui que vous, en tant qu'étudiants, ayez un regard profond sur les technologies du cloud, d'abord, et puis Salesforce. Parce que ce sera l'avenir, quoi qu'on dise. Moi, je suis sûr que d'ici 10 ans, tout ce que les gens construisent ici comme serveurs et autres, cet écosystème-là va changer. On va être forcément dans le cloud d'une manière ou d'une autre. Et ces technologies-là, nous avons toute une jeunesse. Nous sommes puissance mondiale en matière de jeunes. Toute une jeunesse qui est là, qu'il est important de former à ces technologies-là dès même pour anticiper certaines choses. Donc l'Afrique, à part le Maroc et l'Afrique du Sud, c'est vraiment important côté Salesforce. Mais ça peut changer. Alors, Salesforce aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont commencé par le CRM. Mais aujourd'hui, ils ont tellement évolué qu'ils ont embrassé beaucoup de domaines. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des outils Salesforce spécialisés par domaine. Prenez le domaine des assurances, par exemple. Salesforce offre ce qu'on appelle les financial services. Tout ce qui est assurance, banque, gérer CRM d'une assurance, des sociétés d'assurance pour les banques. Vous prenez les services de terrain. Là aussi, Salesforce offre ce qu'on appelle les field services. Vous prenez au niveau des manufactures, ils offrent des choses. Au niveau des gouvernements, ils offrent des choses. Aujourd'hui, le gouvernement américain en fait, utilise Salesforce pour certaines de ses activités. Donc, les choses ont beaucoup évolué en temps. De ce qui était en 1999, la base est là, qui était le CRM. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont agglutinées autour. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la première chose, la première possibilité que Salesforce nous offre au fond, c'est un système d'information cohérent. L'urbanisation d'un système d'information. Vous avez vu le cours en système d'information, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. C'est timide comme réponse. Mais on va être clair. Alors, vous avez toujours dans une organisation ce qu'on appelle les processus, c'est-à-dire les activités métiers. Ces activités métiers-là, ça peut être la vente. Vous décrivez comment se passe l'activité de vente. Ça peut être le service après-vente. Vous décrivez comment se passe le service après-vente. Ça peut être la mesure de performance de vos travailleurs. Vous les décrivez à travers des procédures très claires. Ça, c'est ce qu'on appelle les processus. Maintenant, il y a deux types de processus. Vous avez ce qu'on appelle le processus de production. Toute organisation produit quelque chose. Autour de ce processus de production, s'agglutine ce qu'on appelle les processus d'affaires. Ce sont des processus qui soutiennent le processus de production. C'est comme la comptabilité. La comptabilité, quand vous avez une usine qui vend des biscuits, vous produisez des biscuits. La comptabilité vient en appoint. C'est un processus d'affaires. Le marketing, les process marketing de fidélisation des clients viennent en appoint. C'est pourquoi on les appelle processus d'affaires. Ils soutiennent le processus de production. Maintenant, au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on appelle le système d'information. Le système d'information permet d'automatiser certaines parties du processus, pas toutes, de telle sorte qu'il y a une cohérence. Alors, ce système d'information-là, le gros problème qu'on peut avoir dans toute organisation, c'est que les structures fonctionnent en silo. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la comptabilité avec son logiciel, vous pouvez avoir les ventes avec leur logiciel, etc. Et si ces logiciels ne communiquent pas,
vous avez de gros problèmes. C'est pourquoi on parle d'urbanisation du système d'information. Donc, vous pouvez avoir votre système d'information qui a beaucoup de logiciels, mais si ces logiciels-là n'interagissent pas, ne communiquent pas automatiquement, vous aurez des gros problèmes pour fonctionner. Donc, Salesforce, l'idée de Salesforce d'abord, c'est d'offrir un système d'information cohérent. C'est-à-dire, vous avez une structure où vous avez vos données et surtout ce qu'on appelle les données maîtres. Les données maîtres, c'est les données qui font le business, qui font le code de l'organisation. Par exemple, les données des clients, c'est les données maîtres dans une organisation. Et parce que les données des clients, tout le monde en a besoin. La comptabilité en a besoin. Les gens qui font la production en ont besoin. Les gens qui font les ventes en ont besoin. C'est pourquoi on les appelle données maîtres. Si ces données maîtres-là sont dans un système unifié, donc il y aura une cohérence dans la marche de l'organisation. Donc ça a été ça le premier but au fond de Salesforce. C'est d'offrir à toute organisation une base pour bien urbaniser son système d'information en ayant les données. L'autre chose aussi à l'environnement cloud qui permet au fond aujourd'hui de vous passer de beaucoup de tâches de maintenance. Alors, à partir de ça, vous avez vos données maîtres, c'est-à-dire vos données clients, ils sont là, dans une structure où tout le monde y a accès, avec des droits. Tout est bien contrôlé. À partir de là, maintenant, on peut passer aux activités qui nous lient au client. Et la première activité que Salesforce permet de gérer, c'est les ventes. Alors, comment on gère les ventes? Dans un système de vente, la première préoccupation, c'est comment capturer des clients intéressés par votre activité. Comment on les capture? Vous, comment on vous capture? Sur le web, on vous jette des publicités. Vous cliquez sur un bouton, on vous fait remplir un petit formulaire, on s'en capte. C'est des activités qui semblent simples, qui n'attirent pas votre attention. Mais il s'agit qu'une organisation est en train de vous capturer. Et après, ils vont essayer de voir comment faire pour vous faire acheter quelque chose. Quand on vous capture, vous êtes ce qu'on appelle un lead, un prospect, c'est-à-dire un futur client éventuel. Maintenant, on doit vous travailler. Vous faire peut-être un lavage de cerveau, etc. Vous intéresser, vous montrer la photo d'une jolie fille, tout ça, ça peut être. Jusqu'à ce que vous venez acheter quelque chose. Donc, Salesforce permet d'abord de gérer cette activité de capture. Et cette activité de capture, elle peut le gérer sur le web, elle peut le gérer par email, elle peut le gérer dans les réseaux sociaux. Donc, il permet à une organisation déjà de pouvoir capturer des futurs clients à partir de n'importe quel canal. Internet, réseaux sociaux, etc. Donc, si on vous capture, après, on essaie, il y a un process sous Salesforce qui permettra un peu de vous faire acheter quelque chose. C'est-à-dire de vous présenter une opportunité de vente. Et si cette opportunité de vente-là est gagnante, vous devenez un client sous Salesforce. Donc, vous passez de l'étape de prospect à l'étape de client. Alors, et ça, c'est important pour toutes les organisations du monde. Ils ont envie d'avoir tout le temps de nouveaux clients. Ils ont envie d'avoir des données sur ces clients. Et ils ont envie de voir comment leurs commerciaux se comportent. C'est-à-dire les performances de leurs commerciaux. Est-ce que ce gars-là, il arrive à capturer beaucoup de nouveaux clients? Est-ce qu'il arrive à leur offrir des opportunités de vente? Ou bien est-ce que ce commercial échoue toujours dans toutes ces tentatives? Et surtout, pourquoi il échoue? Donc, l'organisation a des réponses sur tout ça. Maintenant, le processus de vente aussi, c'est phasé. Peut-être il y a la négociation financière, il y a la phase peut-être de présentation de devis, il y a la phase de demande de remise, jusqu'à ce que l'opportunité soit gagnante ou bien soit perdante. Donc, c'est ça que Salesforce déjà permet de gérer. C'était ça sa base traditionnelle. La façon de gérer la capture du client jusqu'à sa transformation en compte client dans le système. OK. Si on vous vend maintenant
qu'est-ce qu'on doit faire, assurer derrière? Le service client, c'est-à-dire le service après-vente. Service après-vente. On peut vendre quelque chose aujourd'hui. Orange peut-être essayer d'assurer le service après-vente en vous disant appelez à tel numéro. Salesforce vous permet d'utiliser différents canaux. Le téléphone, ou bien le mail, ou bien un formulaire web, pour vous permettre de faire une réclamation ou bien de dire quelque chose. Dès que vous faites cette réclamation, dans une entreprise sérieuse, on doit prendre en charge la réclamation du client et éviter que le client ne soit fâché au bout. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le met dans une file d'attente, on charge un technicien de s'en occuper. Et à partir de cette force, on peut savoir combien de temps le technicien a mis pour prendre en charge votre requête. Et est-ce qu'il l'a résolu au bout? Et là, on vous envoie un mail à vous, le client, directement à partir de Salesforce, pour vous demander est-ce que votre requête est résolue. Et votre réponse permet au management de savoir combien de temps ce technicien a mis pour résoudre au moins le problème. Donc, vous avez même la possibilité d'avoir un serveur vocal qui va avec Salesforce. Donc, la vente, ce qu'ils appellent sales. Après, c'est les services. Après les services, on passe à quoi? On a bien le client. Maintenant, il faut quoi? Vous en faites quoi du client? Oui? Il faut le fidéliser. Il faut en chercher de nouveau. Il faut le fidéliser. Et on fidélise avec le marketing. Alors là, ils ont deux outils. L'un s'appelle Pardot, l'autre s'appelle Marketing Cloud. Pardot permet de créer des campagnes marketing. Il permet de faire ce qu'on appelle des landing pages. Vous avez un nouveau produit, vous créez une page pour ce produit. Cette page-là, vous pouvez la mettre sur un site web, ou bien vous pouvez l'envoyer directement par des campagnes massives, par des envois massifs d'emails à tous vos clients, avec la description du produit. Mais plus que ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand on envoie l'email, c'est de voir est-ce que le client a ouvert l'email ou ne l'a pas ouvert. Et là, Pardot permet de le savoir. Si le client a ouvert l'email, ça veut dire qu'il est intéressé. S'il n'a pas ouvert l'email, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Et là, à partir de votre campagne, vous pouvez segmenter déjà vos clients en deux. Ceux qui ont ouvert l'email, ceux qui n'ont pas ouvert l'email. Ceux qui ont ouvert l'email, vous pouvez avoir une stratégie marketing pour eux. Ceux qui n'ont pas ouvert l'email, vous définirez aussi une stratégie marketing adaptée pour eux. Il y a autre chose aussi que Pardot veut éviter, ce qu'on appelle le cimetière de leads. Par exemple, vous avez un commercial très actif qui capture les données des clients partout, mais qui ne fait pas de suivi. Au bout du compte, vous vous rendez compte que dans votre base de leads, il y a beaucoup de clients, mais ces clients n'ont jamais acheté. Et Pardot vous le signale en vous disant attention, au bout d'un certain temps, ces gens-là, vous avez leurs données, mais ils n'achètent rien du tout. Vous regardez votre stratégie marketing. Et ça permet encore d'aller en profondeur sur ça, de revoir tous ces clients-là, d'adopter une nouvelle stratégie. Ça, c'est Pardot. Alors, vous avez un autre outil Marketing Cloud beaucoup plus puissant que Pardot, qui même au-delà de vos données internes, va fouiner à l'extérieur. Il va fouiner sur Facebook, il va fouiner sur tous les réseaux sociaux pour capturer éventuellement des clients qui peuvent être intéressés par vos produits. Donc, il y a ces deux outils très puissants qui sont utilisés à travers le monde et qui s'intègrent à Salesforce. Donc, dans Salesforce, déjà, vous avez la vente, vous avez le service client, vous avez le marketing. Et tous partagent des bases de données unifiées. Donc, vous êtes cohérent. Il y a la cohérence qui est là. Alors, après le marketing, vous pouvez vous lancer dans du e-commerce. Aujourd'hui, Salesforce vous permet de créer votre plateforme de vente en ligne et de paiement. Mais ce n'est pas seulement la vente en ligne, parce que la vente en ligne, on peut l'avoir avec d'autres. Salesforce fait le lien entre les boutiques virtuelles et les boutiques physiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aujourd'hui
une série de boutiques qui sont virtuelles et physiques, et vous avez des difficultés pour gérer vos entrepôts. Alors, à travers ce qu'ils appellent Commerce Cloud, Salesforce peut vous permettre d'avoir une gestion unifiée de tout ceci. Voir quand est-ce qu'un produit est disponible, dans quelle boutique il est disponible, les préférences d'un client par rapport à quelle boutique, et vous êtes à la fois dans le B2C et dans le B2B. OK. Alors, l'engagement, c'est tout ce qui est contractuel, les contrats, les documents. Aujourd'hui, j'ouvre la page, l'interface d'un client sur Salesforce. Je peux avoir toutes les données que je veux sur les contrats qu'il a signés avec l'organisation. Tous les types de contrats, je peux le voir directement. Tous les types d'activités, les calls, je peux le voir directement. Toutes les opportunités signées avec l'entreprise, toutes les informations, c'est ça. Rien ne m'échappe. Plateforme, alors Salesforce écosystème. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de Salesforce. Je vous ai dit, j'ai parlé de Salesforce en tant qu'entreprise américaine. Et j'ai parlé de l'écosystème Salesforce. C'est quoi l'écosystème Salesforce? Quand vous avez envie de télécharger, d'avoir un logiciel avec votre téléphone portable, vous faites quoi? Vous allez sur Play Store. Alors, l'équivalent de Play Store existe sur Salesforce, ce qu'on appelle le App Exchange. Mais la particularité du App Exchange, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez, développeur sénégalais, développer un produit qui utilise Salesforce, que vous pouvez mettre dans l'App Exchange et vendre. C'est-à-dire que le produit sera basé sur Salesforce. C'est vous qui l'avez développé. Vous le mettez dans l'App Exchange pour le vendre. Et il y a beaucoup de produits comme ça. Alors, là, le dernier à date qui m'a fasciné, c'est simplement un produit qu'on met dans le mobile et qui permet, par exemple, lors des campagnes marketing, si vous photographiez la carte de visite de quelqu'un, vous prenez les données et vous le mettez directement dans la base de données. Une manière de capturer le lead. C'est fait par des jeunes Roumains. Ils le vendent, c'est dans la exchange. Vous avez aussi des données, des logiciels de facturation, d'intégration, etc. Donc, plein de logiciels de tout type. Ça n'a rien à voir même avec le CRM. Ça sort carrément du cadre du CRM. Les jeunes développent beaucoup de choses. Les Indiens, les Américains développent beaucoup de choses qu'ils mettent sur leur exchange et que les gens. L'intégration. Alors, là, Salesforce suppose une chose, que quand vous l'installez dans une organisation, l'organisation a déjà des logiciels en cours. Il suppose toujours qu'il ne vient pas trouver de vide. Et que ces logiciels-là, vous pouvez en avoir besoin par rapport à votre métier. Et là, il vous offre l'intégration. Et il y a plusieurs types d'intégration. Automatisée, semi-automatique, intégration, chargement des fichiers Excel de manière automatique, etc. Okay. Donc, Salesforce s'intègre même avec des capteurs IoT. Je vous dis, même avec des capteurs IoT, vous pouvez intégrer Salesforce. Il s'intègre avec les outils Microsoft, il s'intègre avec SAP. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui qui développent des logiciels ont le logiciel qui s'intègre avec Salesforce. Donc, ça veut dire que simplement, vous pouvez avoir un logiciel de facturation qui fonctionne peut-être sous Oracle. Vous pouvez avoir Salesforce. Salesforce peut suivre la vente d'un client jusqu'à ce que l'opportunité soit gagnante. Il prend les données et les passe de manière automatique à votre logiciel de facturation qui va s'occuper de la partie facturation. C'est tout ça. L'analytique. Alors, l'analytique, il y a deux parties. Vous avez ce qu'on appelle les reporting et les tableaux de bord habituels. Ça, avec vos données internes, ça se fait de manière automatique sur Salesforce. Sur Salesforce, on peut créer le type de report qu'on veut. On peut créer le type de dashboard qu'on veut par rapport aux données internes. Ça, c'est automatique. Et pour tous les services dont je parle, il y a deux choses. Il y a une partie qui est du point and click. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de programme. Et il y a une partie où, si vous devez aller vers des personnalisations plus poussées, vous devez programmer. C'est pourquoi, en fait, Salesforce offre un écosystème à la fois aux développeurs et aux non-développeurs. Et la plupart du temps, toutes les choses standards
vous n'avez pas besoin de programme. C'est juste du paramétrage. Il faut connaître comment on paramètre. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose de plus poussé, quelque chose de plus personnalisable, c'est là où vous devez programmer. Et le langage de programmation de base, c'est Apex et JavaScript. Apex, si vous connaissez Java, vous connaissez Apex. C'est du Java. JavaScript, je pense que vous connaissez. Donc, c'est basé au problème. Pour vous dire combien c'est pas compliqué de développer sur Salesforce. Sinon, c'est du point and click que quelqu'un de bien formé, pas forcément en informatique. Moi, par exemple, la première fois où j'ai passé l'admin Salesforce, celui qui m'a formé, c'était un gestionnaire. C'était un Indien qui a fait gestion, qui s'est intéressé à Salesforce. C'est lui qui m'a formé. Il était excellent là-dessus. Excellent comme administrateur. Après, développeur, mais au fond, les entreprises, quand ils achètent Salesforce, leur premier objectif, c'est de développer le moins possible. Le moins possible. Maintenant, après, il peut y avoir des tâches de fait. Donc, l'analytique, la deuxième partie, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez coupler des données externes et des données internes pour faire de la prédiction. Supposons, je ne sais pas, supposons par exemple le prix du pétrole pour des stations d'essence, pour une entreprise qui fait dans le pétrole. Le prix dépend de deux facteurs. Ça peut être les ventes à l'interne, ce que fixe l'État, mais aussi ça dépend du prix à l'international. Il peut vouloir faire un peu de la prédiction en prenant les prix à l'international et les prix au Sénégal pour essayer de prédire peut-être sur 10 années comment vont évoluer les prix du pétrole, de l'essence. Et puis il peut le faire avec ça. Donc il y a deux parties pour l'analytique. Il y a l'analytique avec des données internes et puis vous avez l'analytique qui permet de faire la prédiction comme on le fait aujourd'hui en sciences artificielles. Et je pense que vous connaissez Tableau. Le logiciel de visualisation Tableau. Vous ne connaissez pas? Tableau, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs logiciels de visualisation de données. Et bien, Tableau fait partie intégrante de Salesforce. Maintenant, les communautés. Alors, ici, il y a deux types de communautés. Vous pouvez avoir des communautés partenaires, vous pouvez avoir des communautés clients. C'est quoi les communautés? Vous prenez une entreprise comme Orange. J'aime bien prendre Orange comme exemple, mais une entreprise de télécom. Vous, les clients, vous faites partie de sa communauté. Forcément. Il a besoin de vous donner certaines informations. Par exemple, comment dièse 250 dièse, comment on peut voir son crédit limite, dièse 123 dièse. C'est des petites informations, mais la communauté des clients en a besoin. OK? Tu peux avoir même des clients qui ont besoin d'informations plus poussées. Alors, Salesforce peut mettre à disposition un site web spécialisé où vous avez donné à ces partenaires-là des données de connexion pour avoir des informations spécialisées sur votre domaine de travail. Ça peut être des articles de connaissances. Par exemple, il y a des choses à brancher et tout, à connecter. On vous met un petit tutoriel dedans. Quand vous vous connectez, vous allez voir comment ça marche. Vous pouvez avoir aussi des community partenaires, c'est-à-dire des partenaires avec lesquels vous travaillez et qui doivent forcément avoir accès à certaines données de l'organisation. On peut créer aussi ces communautés-là, leur donner l'information spécifique dont ils ont besoin. Alors, formation, nous y reviendrons. Je vais vous montrer un peu comment on se forme sur Salesforce. C'est gratuit. Rien à payer, vous pouvez vous-même vous former à toutes les technologies de Salesforce. Ça ne demande que de la volonté. Okay. Collaboration, Salesforce offre un réseau social d'entreprise. C'est-à-dire, au sein d'une organisation, on a le réseau social qu'on appelle Chatter, qui permet d'échanger, sur des documents, et vous pouvez même inviter vos clients à ce réseau social-là. Okay. Donc ça, c'est vraiment la prise en compte à 360 degrés. Si on a ça, on a pris le client dans tous ses aspects. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors,
Je vous ai parlé tout à l'heure d'urbanisation du système d'information. Donc, je reviens sur le fait que d'abord que Salesforce est un cloud, est un environnement cloud. Vous connaissez les environnements cloud? Oui. Quels sont les types d'environnements cloud qu'on a? Quels sont les types d'environnements cloud? SaaS, Software as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service. OK. Salesforce fait du PaaS. Il vous offre une plateforme. Donc, vous avez l'infrastructure et la plateforme. Le logiciel qu'il faut. La plateforme. Quand il vous offre cette plateforme, je vous ai dit tout à l'heure, il vous offre la possibilité de faire du développement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute organisation qui a Salesforce peut développer lui-même d'autres applications qui l'intéressent sur Salesforce. Ça peut être des applications de human resources, ça peut être des applications en finance, ça peut être des applications en supply chain, en gestion des opérations, etc. OK? Par contre, le développement, je vous ai dit, c'est très simple. Si vous connaissez Java et JavaScript, vous pouvez développer sur Salesforce. Mais par contre, il y a une contrainte majeure, c'est-à-dire le partage de ressources. Donc, ce n'est pas comme développer dans un environnement libre. Vous êtes restreint. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance des ressources. Gouvernance des limites. Vous n'avez pas le droit de créer des logiciels qui consomment toutes les ressources processus ou bien toute la mémoire. En utilisation de processeurs. Et ça fait que le développeur Salesforce, il est obligé de comprendre certaines bonnes pratiques et de les appliquer pour que ça marche. C'est comme une maison en location. Hein. Vous êtes dans une maison, vous louez avec les autres, vous n'avez pas le droit de perturber tout le monde. C'est aussi simple que ça. Vous avez le devoir de respecter certaines normes. Ici aussi, il y a ça. Donc, c'est ça la grande différence entre un développeur cloud et un développeur simple. Un développeur cloud, il est dans un environnement restreint. Donc, il doit optimiser son code. C'est juste ça la grande différence. Donc, quand vous avez Salesforce, au-delà du standard et des produits offerts par Salesforce, vous pouvez vous-même développer vos propres produits. Et, comme je dis, urbaniser votre système d'information. C'est ça. Alors, l'intégration, je l'ai dit tout à l'heure, il se connecte avec Microsoft, SAP, il se connecte avec les capteurs. Vous pouvez ajouté des données externes à Salesforce et puis combiner pour faire de la prédiction ou bien faire ce que vous voulez. Comment marchent les choses? De manière classique, ça dit Salesforce aujourd'hui, vous avez vos données sous format de fichier Excel. Il les transforme en objets. Vous connaissez les objets, programmation orientée objet. Il les transforme en champs. Et il y a un modèle relationnel entre les différents objets. Et il y a les aspects sécurité de ces objets. Et ça, c'est l'une des forces de Salesforce, c'est que depuis leur création jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu de procès pour problème de sécurité, ni de brèche de sécurité. C'est vous, le client, qui paramétrez l'application pour dire ce monsieur ou bien ce profil a droit à voir telle chose, telle chose, telle chose. Il n'a pas le droit de voir ou de modifier tel objet, tel champ, etc. La sécurité va jusqu'au niveau champ. Et tout est logué. C'est-à-dire que vous avez un journal qui vous permet de retracer les activités de tout le monde dans le système. Vous pouvez même aller jusqu'à la sécurité niveau IP. Quelle est la machine, telle machine avec telle adresse IP a le droit de se connecter sur Salesforce peut-être 2 heures de temps par jour. Vous pouvez le fixer. Ou bien telle machine avec telle adresse IP ne doit pas se connecter à Salesforce. Il y a des règles de sécurité que vous n'imaginez pas sur ça. Et ils n'ont jamais eu de problème de sécurité jusqu'à maintenant.
C'est des gens qui ont fortement investi dans la sécurisation des données des autres. Okay. Je vous ai parlé de App Exchange. Donc, tout ça, c'est des applications d'App Exchange, Conga, Tankdesk, etc. Il y en a plus de 5 créées par des développeurs comme vous et nous, des jeunes, qui créent leurs applications, qui les mettent sur l'App Exchange et qui se font de l'argent en collaboration avec ça. Les process, je vous ai dit que donc, le système d'information, il y avait les processus. Les processus, on regarde les activités automatisées dans le process. Et bien, Salesforce permet d'automatiser directement les processus. Et ça, vous n'écrirez même, vous pouvez le faire sans même écrire une seule ligne de code. C'est du paramétrage. Donc, vous êtes dans une organisation. Par exemple, vous pouvez prendre le processus de gestion des remises. Supposons que pour faire une remise à un client, le commercial doit se référer à son supérieur et que ce supérieur-là doit se référer à son supérieur et que sans cette validation, il ne peut pas faire la remise. Vous pouvez décrire tout le processus Salesforce et avec des emails de validation que les gens vont s'échanger de manière automatique. Tout est automatisé jusqu'à ce que on accorde la remise au client. Et maintenant, Einstein, donc c'est l'intelligence artificielle, les prédictions dont je vous avais parlé. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut prédire, avoir des prédictions, par exemple, sur les ventes, sur les futures ventes, etc. Donc ça, c'est un peu tout l'écosystème, en fait, Salesforce, ce qu'on peut faire avec. Et quelle perspective ça peut faire. Maintenant, en matière de formation, je vais revenir juste sur la page de Trailhead. Ça, c'est la page de l'apprentissage, ce qu'on appelle le Trailhead Community. C'est ouvert. Oui. C'est bon? Donc ici, c'est vraiment le lieu de l'apprentissage de Salesforce. Oui. Le nom de la Trailhead. Vous tapez Trailhead sur Google. Trailhead. Okay. Ici donc, alors, vous avez, pour débuter sur Salesforce, d'abord il y a ce qu'on appelle l'administration. C'est-à-dire que l'administration vous permet de connaître la plateforme, de connaître comment administrer la plateforme. Quand je dis administrer la plateforme, ça peut être déterminer la zone géographique de la plateforme, déterminer la monnaie, déterminer les différentes structures qui seront concernées, définir les utilisateurs, définir les profils, donner les profils aux utilisateurs, gérer le processus de vente, etc. Ça, c'est la tâche d'administration. Aujourd'hui, c'est un métier qui marche très fort partout en Amérique du Nord et pour lequel on n'a pas forcément besoin d'être informaticien. Et même les informaticiens doivent commencer par ça. Parce qu'il faut connaître la plateforme, c'est l'approprié. Cette partie administration a une certification, qu'on appelle la certification admin, qui est reconnue au niveau international. Donc, vous pouvez regarder aujourd'hui sur Trailhead tous les batchs qui peuvent concerner cette partie admin. Vous pouvez l'étudier par vous-même, éventuellement passer la certification. Ça, le coût, c'est à $200 à l'international. Ça vous permet d'avoir un diplôme international.
Regardez Salesforce sur LinkedIn. Les gens, quand ils affichent, ils ne vous mettent pas leur diplôme de master. Ils vous affichent leur certificat. Le certificat qu'ils ont. Alors, après l'admin, pour moi, l'admin, c'est la base entre l'informaticien et le non-informaticien. Tout le monde, ils doivent tous avoir ce certificat d'admin. Maintenant, les non-informaticiens peuvent aller vers ce qu'on appelle le type consultant, consultant-vente. Consultant-vente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment analyser le processus de vente d'un client et puis comment l'implémenter avec le standard Salesforce. Ou bien, comment lui dire la partie qu'il faudra faire avec le standard et la partie qu'il faut développer. Ça, un informaticien admin pour poursuivre dans cette branche. Après, il y a la partie service. Après, il peut aller jusqu'à consultant Salesforce, c'est-à-dire qu'il fait de l'analyse de business, fait l'analyse métier carrément d'une organisation et lui propose les solutions Salesforce qui vont lui permettre de prospérer. Et tu peux aller même jusqu'à être architecte fonctionnel. Pour le développeur, une fois l'admin, tu peux embrasser, tu peux faire l'assertif développeur. Là, on montre comment on développe dans la plateforme. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les LWC. Les LWC, c'est des composants. Lightning Web Component. Donc, c'est des composants. Et les composants, il y a deux choses. Il y a de l'Apex et du JavaScript. Le JavaScript en front, l'Apex pour gérer le backend. Et je vous ai dit l'Apex, si vous connaissez Java, presque vous connaissez l'Apex. JavaScript, c'est un langage commun. Et ils l'utilisent pour faire des composants qu'on appelle des LWC. Alors, dans cette partie développeur, vous avez développeur 1 comme certificat, vous avez développeur 2, et vous pouvez aller jusqu'à architecte technique, technical architect. Je vous laisse imaginer le salaire de ces gens en Europe ou bien en Amérique. Ce n'est pas comparable. Pas comparable. Okay? Donc, ça dit qu'aujourd'hui, quelqu'un, un jeune, s'il a de la volonté, il peut bâtir sa carrière Salesforce. Il peut faire carrière dedans, carrément. Et pouvoir être employé partout où il veut dans le monde, dans les pays développés. Et je suis sûr que d'ici quelques années, ce seront des emplois qui seront fortement demandés dans nos pays africains. C'est immanquable, parce que les paradigmes changent. Donc, sur cette page Trailhead, vous pouvez retrouver tout. Là, même il y a les financial services, les business analyst skills, etc., etc. Tout ça, modélisation des données, il y en a plein. Vous pouvez avoir ça dans cette page. Et en fait, Salesforce permet de vous auto-évaluer. C'est-à-dire qu'il vous donne accès à ce qu'on appelle un org développeur, ou bien ce qu'on appelle un scratch org. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vous-même une plateforme Salesforce qui vous est dédiée en tant que développeur, gratuitement, que vous pouvez utiliser pendant 30 jours, le renouveler quand vous voulez, continuer. Et dans cette plateforme, vous pouvez appliquer tout ce que vous montre ici dans ces pages, sans compter la lecture, les vidéos sur YouTube, etc. Donc, déjà, par vous-même, vous pouvez construire. Alors, nous, nos jeunes de Talent, on construit aussi un écosystème, ce qu'ils appellent un dev hub de communauté. Et j'avais prévu, en fait, à un certain moment qu'ils viennent présenter un peu, intégrer des étudiants dans le dev hub. Je pense que ça va se faire, Inch'Allah. Dans cette communauté, une communauté de développeurs aussi, vous pouvez avoir ensemble des challenges et puis les résoudre sur le Salesforce. Donc, vraiment, la formation ne dépend que de vous. On peut aussi l'intégrer peut-être dans vos cursus pédagogiques pour certaines parties, ça dépendra, ou bien de petits certificats, ça dépendra. Mais pour vous dire que c'est possible, ça ne dépend que de vous. Voilà. Donc, je pense. En tout cas, nous sommes vraiment contents d'avoir eu une occasion. Il y a une question. Bonjour. Je n'ai pas compris une partie. Vous avez dit si on apprend sur Salesforce, il faut avoir les lives. C'est payant? Non, c'est gratuit. Vous avez vu mes badges, non? Regarde. Il paraît que j'ai 29 badges. Là. Vous avez en haut, là.
Donc, c'est des badges qu'on en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, tout ça, c'est des badges. Vous voyez là, on a mis badges en cours. Vous avez ce qu'on appelle des badges, vous avez ce qu'on appelle des trail mix. Les badges, c'est, il y a un module, on met toute une formation dessus, et puis on vous met une évaluation. Vous avez les trail mix maintenant. Un trail mix, c'est un parcours construit. On vous dit par exemple, pour être admin, on vous construit ce qu'il faut, les modules, les badges qu'il faut avoir. Ça devient un trail mix. Vous le suivez jusqu'au bout, vous avez les compétences. Et ça vous permet peut-être de préparer la certification. La certification, c'est $200 que tu donnes en service. Mais ils ont une plateforme où tu peux le faire ici, etc. Vous pouvez avoir, ils donnent aussi beaucoup de vouchers, c'est-à-dire des bons de certification. Tu peux participer à certains événements, ils te donnent un voucher en te disant que ça, c'est un bon qui te permettra de faire la certification, telle certification gratuite. Donc, il y a encore une question. On enchaîne avec des questions? D'accord. Est-ce que c'est possible de lever, tu parles? Gagner des points. C'est-à-dire là, vous résolvez un problème. Par exemple, dans ce badge-là, vous avez le badge Essential Business Analytics Scheme. Je vais expliquer là-dessus. OK. Vous voyez, il vous donne trois modules. Discover the top business analyst skills, c'est-à-dire les compétences top d'un analyste métier, les techniques de découverte d'informations, sharpen your communication skills, et puis explore the question data. Alors, pour chacun, on vous dit que vous devez le faire en 10 minutes. Donc, voici le contenu. Et dans le contenu, après, vous avez soit vous avez un kit, ou bien un problème à résoudre. Maintenant, si vous le résolvez, du premier coup, ou bien du deuxième coup, vous avez un point que vous avez. C'est ça en fait. Et ces points-là vous sont comptés. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que quand vous commencez à être certifié, Salesforce vous permet de construire votre CV en ligne à partir de sa plateforme. Et vous pouvez prendre ce lien-là, l'envoyer à toutes les compétences, puis le mettre sur LinkedIn pour les gens qui ont envie de faire. Merci encore, professeur. Nous remercions vraiment pour cet échange et ce partage d'expérience. On a eu vraiment l'occasion d'en bénéficier. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris de Salesforce. Parce que j'en entendais parler, des CRM, tout ça. Et je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse moi-même. Donc, je rappelle aussi que nous avons comme invité Dr. Ndoye. Je vais peut-être lui laisser la parole s'il a des mots à dire dans ce sens. Merci, docteur. Malheureusement, je ne vais pas être long parce que j'ai la voix qui est cassée. J'étais en mission, je pense, avant-hier sur TS, donc c'était un peu compliqué, quoi. Donc, peut-être c'est plus des messages de remerciement plutôt, à l'endroit de professeur Bousso, qui nous a vraiment fait l'honneur de venir nous animer cette conférence sur Salesforce. Que voilà, nous savons que voilà, c'était sûr que c'est la première fois que vous entendez parler de Salesforce, mais c'était ça l'objectif. C'était vraiment parler de Salesforce, donner toutes les informations par rapport à la plateforme et surtout que vous cherchiez en fait qu'on parle de CRM, mais il y a aussi une bonne place pour les développeurs. Donc c'est ça en fait moi, ce qui m'intéresse le plus. Donc en fait, si vous entendez parler de Salesforce en tant que CRM, parce que les CRM peut-être vous dites que bon, moi je ne suis pas un marketeur, donc je ne vais pas m'intéresser, mais que vous sachiez que c'est un écosystème. Donc, comme il l'a dit, Salesforce c'est un écosystème. Il y a des informaticiens, mais aussi il y a des non-informaticiens. Donc, vous, en tant qu'informaticien, vraiment, il y a des choses vraiment à voir au niveau de cette plateforme, mais surtout, vous avez vraiment une opportunité de faire carrière avec Salesforce.
en étant vraiment un développeur Salesforce. Là, on n'entend pas parler de ça au Sénégal, mais il y a des développeurs Salesforce qui sont vraiment spécialisés dans le développement de produits au niveau de la plateforme Salesforce. Donc, vraiment, je ne vais pas être long. Donc, remercie le professeur Bousso au nom de la School of Engineering and Technology que j'ai l'honneur de diriger, mais aussi au nom du président directeur général du groupe. Donc, on vous remercie vraiment d'être là. Et aussi les étudiants qui ont répondu à cette conférence, nombreux à être là. Donc, je vous remercie. Donc, sans je vais te laisser la parole. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, excuse-moi, je remercie aussi les internautes parce qu'on a quand même voilà, pas mal de gens qui nous suivent sur Internet. Même si bon, on a eu quelques soucis au début pour lancer donc, cette conférence bimodale, voilà, on a voulu vraiment partager au maximum, donc permettre à nos étudiants qui sont là de suivre cette conférence et permettre aussi à d'autres qui sont un peu partout dans le monde de pouvoir aussi suivre en fait la même conférence. Donc, nous les remercions aussi d'être nombreux à se connecter en ligne au niveau de notre plateforme Zoom. Merci encore, Dr. Louis. C'est pour le remerciement. Bon, je ne sais pas si je dois, si on peut lancer des questions-réponses. D'accord, je pensais même qu'il y avait, comme on avait pris des questions-réponses, je pensais qu'on avait bouclé. Il y a d'autres personnes qui aimeraient. Oui. Oui, en fait, ça dépend de votre niveau. Ici, par exemple, vous avez les certifications Salesforce. Admin, consultant, développeurs, architectes, marketeurs. Vous pouvez regarder ce site, Salesforce Ben, les administrateurs, Salesforce Advanced Administrator, Platform Administrator, les consultants, Sales Cloud Consultants, etc. Vous verrez ce qui est prérequis, ce qui ne l'est pas, à partir de ce site. Mais en fait, quand vous êtes débutant, vous avez toujours besoin d'être dans une structure pour comprendre et avancer. Ça, c'est très important. Et quand vous avez de la maturité, là, les entreprises ne vous arrangeront même plus, car vous avez la possibilité de gagner plus d'argent en étant plus. C'est sûr. Donc, la plupart du temps, les jeunes, ils ont leur certificat développeur, administrateur, etc. Ils restent dans une entreprise, ils se font de l'expérience, gagnent d'autres certificats, et puis maintenant, après, ils deviennent des freelances. Et ils sont très bien payés. Pour ça, ils préfèrent plus être employés par projet qu'être employés dans une organisation où ils vont venir. La plupart, c'est les grandes tendances. Merci, professeur. Comme Dr. Noël l'a aussi dit, ce séminaire aussi est animé chaque mois en ligne. Et nous avons aussi quelques questions aussi de personnes. J'ai une question de Khadim Sall qui demande: bonjour, merci pour votre présentation. J'ai juste quelques questions. Comment fonctionne le paiement entre l'entreprise et Salesforce? Est-ce que le coût est abordable? Parce que si une entreprise veut payer Salesforce et ses développeurs aussi, c'est du coût. Une entreprise recrute un seul développeur Salesforce ou une équipe. Donc ça, c'est une question que l'adresse au professeur Bousso. Alors, il y a deux parties. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, il y a deux parties. Vous êtes une ESN, ou bien, c'est-à-dire ce qu'on appelle ESN en genre dans le jargon, c'est que vous êtes une entreprise partenaire Salesforce, comme le cas, par exemple, de Terrain. Ça veut dire que c'est une entreprise qui a passé des étapes de certification au niveau de Salesforce, parce que Salesforce est très exigeant par rapport à ça. Et Salesforce reconnaît que vous avez de bons développeurs Salesforce, ou bien de bons administrateurs Salesforce. Salesforce vous met comme partenaire. Si vous êtes partenaire, ce qu'il y a, ça veut dire que vous devez aider les autres organisations
à implémenter Salesforce chez vous. Et comment ça se passe? Là, Salesforce va s'occuper de ses licences. C'est lui qui vend ses licences. Salesforce ne donne à personne le droit de vendre ses licences. C'est lui qui vend ses licences à une entreprise. Et vous vous chargez de l'implémentation de la solution en tant qu'ESN. Donc, c'est ça le rôle des partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être des développeurs, vous vous spécialisez sur Salesforce, vous créez votre entreprise, vous vous faites reconnaître par Salesforce, et maintenant, vous aidez les entreprises sénégalaises à avoir des solutions Salesforce. Vous devenez une ESN, ou bien intégrateur, et Salesforce vend en service. Et là, dans ce genre de figure même, Salesforce vous envoie des clients. Des gens qui sont intéressés par Salesforce au Sénégal, qui contactent Salesforce. Salesforce vous dit, travaillez avec telle organisation, ils sont très bons, allez-y avec eux. Ça, c'est l'ESN. Maintenant, c'est différent maintenant de l'entreprise qui a envie d'avoir une solution Salesforce. Si une entreprise a envie d'avoir une solution Salesforce, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, il s'adresse à une ESN, l'ESN lui implémente sa solution. Et puis, il forme un admin. Soit l'ESN assure l'administration de la plateforme, ou bien il forme un admin en interne. Maintenant, si l'entreprise est plus volontaire lui-même, vous voyez, les trucs de formation sont gratuits. L'entreprise peut bâtir lui-même, il y a des informaticiens, il peut les reconvertir en développeurs Salesforce, qui sont là pour développer, pour maintenir sa plateforme. Et ça aussi, c'est une possibilité. Maintenant, il y a le coût des licences. Salesforce a des licences, et ces licences ont des coûts. Mais la plupart du temps, si vous regardez en matière de ROI, vous vous rendez compte que dans le temps, vous gagnez plus en utilisant Salesforce qu'à faire de la maintenance réseau, etc., etc. Donc, les grandes entreprises, il faut ce calcul immédiatement. Et ils se sont rendus compte que c'est plus rentable pour eux d'avoir Salesforce, de léguer certains risques à Salesforce, parce que garder des données, c'est un risque, avoir un réseau, c'est un risque, etc. Ils préfèrent plutôt transférer ce risque à Salesforce et se concentrer essentiellement sur leur métier. Et c'est ça qui a fait, en fait, le succès de l'organisation. Ils aident les entreprises à se consacrer essentiellement à leur métier et ne pas avoir à gérer des problèmes de gestion des données, sécurité des données, etc., etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le succès du temps. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, les licences dépendront des fonctionnalités que tu veux avoir. Par contre, rien n'empêche une organisation d'acquérir des fonctionnalités de base, de mettre sur pied un groupe de développeurs et de développer en interne ces autres solutions. Mais tout ça dépendra de la vision de l'entreprise et de ses développeurs. Merci. Merci, professeur. Je pense que la réponse a été claire et bien détaillée aussi. Une autre question, mais je pense que cette question nous est adressée, c'est-à-dire l'intégration de Salesforce dans nos programmes. Bon, nous ici, au Sud-Développement, nous sommes toujours ouverts aux innovations. Et comme le professeur Bousso a eu à le dire dans son introduction, pratiquement, Salesforce, c'est l'avenir, car les technologies migrent vers le cloud. Nous sommes dans un monde où les données sont vraiment... Les données sont la première matière maintenant, dépassent de loin les autres matières. Car si quelqu'un possède des données par rapport à sa clientèle, par rapport à une population, on peut dire qu'il détient une sorte de pouvoir. Donc, la sécurisation de ces données et la gestion aussi même des ressources, que ce soit les ressources nécessaires pour la fidélisation d'une clientèle, par exemple, aussi pour la recherche de prospects. Et vraiment, la gestion de ces données est vraiment cruciale. Donc, nous sommes aussi ouverts à ces genres de formation, car ce sont les métiers de l'avenir. Et comme le professeur Bousso a aussi encore à le répéter, Salesforce s'ouvre à tout le monde, que vous soyez développeur, vous soyez aussi non développeur. Donc, je pense que c'est un champ que nous aurons aussi à explorer. Et
J'espère que j'ai bien répondu à la question de Khalim Saf. Peut-être ajouter juste que, bon, c'est ça le but, hein, parce que c'est nous qui avons organisé cette conférence. Parce que déjà, c'était pour faire passer l'information, que vous soyez déjà au courant de ce qui se fait. Et après, la deuxième étape, ça peut être, par exemple, l'organisation d'ateliers spécifiques sur Salesforce, par exemple, pour une petite introduction, pour vous initier, ainsi de suite. Et au besoin, peut-être ajouter au niveau des curricula. Et tout ça, ne vous inquiétez pas, nous y travaillons et c'est comme ça. C'est ça, en fait, le but de cette conférence. C'est ça que j'avais à commenter. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que... Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je pense que c'est un peu risqué de vouloir constater ça paye tout le Salesforce. Parce que si, par exemple, demain, Salesforce se fait pirater et qu'il n'y a pas de crédibilité, vous nous raisonnez dans si vous êtes développeur, Répétez la question pour les internautes. Ça, c'est une question qui est pertinente quand même. Ouais. Donc, en fait, vous vous inquiétez qu'un développeur soit spécialisé dans Salesforce et qu'un beau jour Salesforce disparaisse et il va se retrouver à la chômage. Alors, moi, quand je regarde la marche de l'informatique, déjà, c'est comme ça que ça marche. Les technologies viennent, font leur temps et puis disparaissent. On en a une place qui ont fait leur temps, qui ont disparu, qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens-là ont perdu leur emploi, ou bien ne sont plus employables. Parce qu'en fait, il y a une base de paradigme. Et pour moi, ces aspects de paradigme-là sont très importants. Ce qui fait Salesforce, le paradigme de base, c'est le cloud. Et le cloud n'est pas prêt de disparaître. Le cloud, le cloud est dans sa rampe de lancement. Je pense qu'on en a pour 100 ans. Ça me permettra au moins de mourir d'autres choses. Okay? Donc, les paradigmes sont très importants. Deuxièmement, il y a quelque chose qui ne va pas disparaître, c'est le CRM. Le CRM ne disparaîtra jamais. Parce que de tout temps, ça a été des échanges. Donc, quelqu'un qui fait Salesforce, il a une vision claire du cloud. Il a une vision claire du CRM. Et c'est quelqu'un qui sait programmer. Bon, certains. Pour d'autres, ils ont une vision claire de ce qu'est la vente. Ils ont une vision claire d'un système d'information unifié. Je ne pense pas que ces paradigmes vont disparaître. Déjà. Donc, tu es assis sur des choses qui ne vont pas disparaître. Mais en même temps, tu es dans l'analytique. Tu peux être dans l'analytique. L'analytique, c'est actuellement ce qui est en vogue. Donc, pour moi, ce que je vois, la façon dont marche Salesforce actuellement, on en a encore pour une cinquantaine d'années. Une demande très forte. Et croyez-moi, les Européens et les Américains ne s'intéressent pas à une chose dont ils sont sûrs que cela n'a pas d'avenir. S'il y a autant d'engouement, si cette chose arrive à faire 895 milliards de dollars de revenus de l'écosystème Salesforce, les gens ne vont pas laisser tomber 895 milliards de dollars comme ça. Ou bien si ce doit tomber, ils vont préparer tout l'écosystème qui va lui succéder. De telle sorte que toi, en tant que développeur, tu pourras accéder, tu pourras aller vers ce nouveau écosystème. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est que nous sommes dirigés par ces grandes entreprises. Prenez Cloud, Google, vous prenez Facebook, vous prenez Salesforce. Ce sont ces grandes entreprises-là qui dirigent le monde. Et ils en ont pour longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent des données. Ils gardent nos données. Ils gèrent nos données. Ils nous règlent ce problème-là. Mais en nous réglant ce problème-là, ces entreprises nous colonisent aussi. Et ce n'est pas prêt de disparaître. Moi, c'est ma vision des choses. Je ne m'inquiète même pas pour ça. Je sais que ce n'est pas prêt de disparaître. D'autant plus que nous, Africains, nous n'avons pas encore commencé. Alors. Oui?
Bonjour, professeur. Je tenais d'abord à vous féliciter pour votre communication très intéressante. Il y a un chef d'État d'un pays voisin qui rappelait très souvent, il disait qu'en Afrique, nous avons raté beaucoup de révolutions, dont la révolution industrielle, mais on n'a pas le droit de rater la révolution numérique, technologique. Alors, moi, je pense que véritablement, l'enjeu de l'État de l'Afrique, c'est justement notre capacité à maîtriser la technologie. C'est là où le bas blesse. Si aujourd'hui, on revient à dire que oui, on n'est pas encore indépendant, on n'est pas souverain, nous demandons un certain respect vis-à-vis des gouvernements occidentaux à notre égard. Moi, je pense que le jour où véritablement nous allons avoir cette indépendance économique, cette indépendance technique et technologique, parce que moi, je ne crois pas à ce qu'on dit sur transfert de technologie. Ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps et des ressources à mettre sur point des ressources comme ça et vouloir nous donner les secrets. Donc moi, je pense que c'est dans ça qu'il y a l'avenir. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une question justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que nous avons toutes les prédispositions pour être dans cette révolution numérique, pour être dans, en tout cas, cette nouvelle donne? Parce que vous me dites que c'est ça l'enjeu. Et je partage votre conviction lorsque vous me dites qu'encore, on a pour longtemps, des années et des années, une sorte de néocolonialisme de ces pays du Nord vis-à-vis de l'Afrique. Moi, en tout cas, je partage cette conviction. Merci pour la contribution. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi, en fait, ma réponse se trouve un peu dans le modèle chinois et le modèle indien. Aujourd'hui, si vous regardez Salesforce, par exemple, les Indiens, quand je suis allé en Inde, ils vont jusque dans leurs universités pour former des gens en Salesforce. Ils prennent des économistes, ils prennent des gestionnaires, tout ce qu'ils veulent, ils les forment. De telle sorte qu'aujourd'hui, si vous regardez, soyez curieux un peu, vous verrez tous les talks, vous ne pouvez pas avoir un talk Salesforce sans avoir un Indien. Ils en ont fait leur affaire. Aujourd'hui, même sur Facebook, quand tu parles de Salesforce, pour peu un Indien te contacte et te propose un produit. C'est très simple, hein? Ils ont eu leur jeunesse. Ils savent que la jeunesse, c'est la force d'un pays. Ils ont formé les jeunes Indiens à Salesforce. Aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas se passer d'eux. Donc, il y a une colonisation en retour. Aussi bien Salesforce est fort pour coloniser les gens, mais aujourd'hui, les Indiens sont arrivés à trouver leur place et personne ne peut se passer d'eux. C'est pourquoi les lois de Trump n'ont pas trop passé. Les Chinois, pareil. Les jeunes Chinois sont allés étudier partout dans le monde. Partout, dans toutes les grandes universités. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler d'intelligence artificielle aux États-Unis, je dis bien, sans parler des Chinois. Parce que les grands experts aujourd'hui, tu trouveras une masse de Chinois dedans. C'est pourquoi les lois de Trump sur les Chinois et tout, ça ne pouvait même pas passer. Nous, c'est à nous tous. Nous avons aujourd'hui notre jeunesse. Les Chinois ont vieilli. Ils sont en perte de vieillesse. Les Européens, c'est pareil. Nous avons une jeunesse. Il est temps pour nous que notre jeunesse colonise le monde. Et ça passe par ça. Ça ne passera pas par une guerre, non. Ça va passer par ça. Il faut qu'on en forme le maximum possible avec notre diaspora, de telle sorte que les gens ne pourront plus se passer de nous. Et pour des années encore. Pour moi, c'est ça la meilleure manière de combattre. Et les prédispositions sont là. Vous avez Internet, il y a tout dedans. Vous n'avez même pas besoin d'un enseignant. Aujourd'hui, un enseignant, c'est juste quelqu'un qui est là pour un peu... si l'étudiant a la volonté d'étudier, moi, je suis là juste pour au moins mettre une petite discussion, corriger certaines choses. Mais vous devez être en mesure d'être plus fort que moi dans le domaine. Tout est là sur Internet. Il n'y a rien qui est caché. Si on ne profite pas de ça, on aura raté le grand rendez-vous. Pour moi, c'est comme ça. Il ne s'agit plus de faire une guerre. Ça n'a aucun sens de faire une guerre. Il ne s'agit pas d'être là à avoir des idéologies. Il s'agit de travailler et d'étudier. Maintenant, nos dirigeants, je ne fais pas de la politique. Ils sont là, ils sont dans ce qu'ils sont. Mais vous, c'est à vous de prendre en main votre avenir. Personne ne le fera à votre place. Et particulièrement pas nos dirigeants.
vous pouvez vous faire une place en vous accaparant cette technologie. Vous faites une place d'enseignant. Et c'est ce qu'il faut. Merci encore, professeur. Donc, je pense que le message est bien lancé. Nous sommes en fait en guerre, mais pas une guerre d'idéologie, mais juste nous devons aller en guerre pour la quête de connaissances, pour la quête de capacité intellectuelle. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est ce qui le dirige, c'est ceux qui peuvent vraiment, ceux qui ont plus de capacité à manipuler les données. Et comme le professeur l'a dit, nos données sont partout, dans les serveurs cloud, dans Google. Aujourd'hui, Google est incontournable. Facebook et les autres réseaux sociaux aussi sont incontournables. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment exploiter nos données pour nous proposer des services qui nous intéressent. La force aujourd'hui de l'Afrique, c'est sa jeunesse, et notamment au Sénégal. Quand je parle de l'Afrique, je fais encore trop focus sur le Sénégal. Nous sommes une population très jeune, et heureusement que la jeunesse est dynamique. Car si vous voyez bien, nous avons que des enseignants jeunes, comme si je prends le cas de nos écoles et de nos universités, nos enseignants aussi sont jeunes. Pour vous dire que notre jeunesse, c'est notre force. Donc, la guerre que nous avons à mener aujourd'hui n'est pas une guerre d'idéologie, ni une guerre par les armes, mais c'est une guerre pour la quête de connaissances. Et là aussi, nous devons être assoiffés de connaissances et essayer de nous insérer, de trouver la place de l'Afrique dans le monde actuel. Je pense que nous pouvons lever la séance. Nous remercions vraiment. Ah, il y a une question. Oui. Vous ne parlez que des avantages. On peut aussi connaître les risques, les avantages. Par exemple, si vous avez dit en Afrique, si je bien entendu, ça veut dire qu'il n'y a que le Maroc et l'Afrique du Sud. Pourquoi les autres pays n'ont pas bien à l'intérieur? Ils n'ont pas fait de risques que peut apporter sur le développement dans bien sûr. Alors, moi, si je regarde l'expérience du Sénégal, ce que j'ai constaté, c'est que d'abord, on avait un problème d'accès à Internet. Pour utiliser le cloud, il faut un très bon accès à Internet. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les choses ne sont pas améliorées. Nous, c'est en 2016 qu'on a commencé. Et moi, si j'ai commencé, c'est parce que j'ai été en contact avec les Italiens. C'est par eux que j'ai découvert la chose et tout. On a un Internet stable. Ils ont accepté de travailler avec nous sur Salesforce. Après, le reste, ça a été de notre volonté. Donc, il y a ce problème d'accès à l'Internet. Le deuxième problème, ce sont un peu les lois sur le cloud, sur les données. L'accès aux données, ou bien tu peux prendre une entreprise et dire non, moi je ne mets pas mes données sur le cloud, etc. On a toujours cette méfiance envers le cloud. Et je pense que on s'est battu un ensemble de lois, pour moi, qui n'est pas adapté à notre niveau de développement. C'est-à-dire que quand aujourd'hui les Européens te parlent de données personnelles, c'est parce qu'ils ont été à une étape d'abord de développement, avant de voir ces aspects de données personnelles. Nous n'en sommes pas là. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une hérésie. Pour moi, c'est contradictoire en citoyen de dire au gouvernement, tu dois me construire des écoles, tu dois me mettre des hôpitaux, etc., tout en lui disant, non, tu n'as pas accès à mes données. C'est contradictoire. Un gouvernement qui n'a pas les données de sa population ne peut pas gouverner correctement parce qu'il n'a pas l'information. Les Européens, ils ont réglé ce problème. Ils ont toutes les données sur leur population. Ils savent qui est malade, qui n'est pas malade, quelle maladie est la plus répandue, etc., etc., etc. Dans telle zone, il y a combien de populations, il y a combien de jeunes, quels sont les effectifs et tout.
Donc, ils peuvent planifier leur développement. Mais nous n'en sommes même pas là. On est en train de dire, oui, on n'a pas le droit de regarder nos données, comme si ces données-là, c'était de l'or. Non. On peut dire, OK, pour moi, on peut dire, un privé n'a pas le droit d'utiliser les données des autres à des fins personnelles. Ça, on peut le dire. Mais un gouvernement, il doit avoir accès à toutes les données de ses citoyens. Sous contrôle, bien sûr. Il doit y avoir accès pour planifier le développement de son pays. Donc, ces histoires de données-là, il faut qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas en gardant des données ici que tu les sécurises. Tu peux avoir des données ici qui ne sont nullement en sécurité. Cette façon de penser, le cloud, on ne l'a pas encore résolu. Et je pense qu'il faut qu'on le résolve. Des grandes entreprises ont mis le cloud ici. Orange a conçu un cloud. C'est bien. Tigo a conçu un cloud. Mais quand vous y allez, quand vous discutez avec eux, vous sentez qu'eux-mêmes, ils sont un peu désorientés par rapport à ce cloud-là. Ils ne savent même pas quoi en faire. Alors que garder des données, sécuriser des données, c'est devenu critique. Et malheureusement, des entreprises comme Google ont accès à nos données. Aujourd'hui, ces entreprises-là peuvent te donner des informations sur le Sénégal que tu n'imagines pas. Ils peuvent donner à nos gouvernements des informations sur notre pays que le gouvernement même n'imagine pas. C'est une contradiction. Ça veut dire simplement que vous êtes en train de mettre votre pays au service de ces gens. Donc, il est temps que ça soit, qu'on réfléchisse sur ces aspects donnés et avec sérieux. Qu'on réfléchisse aussi sur le futur en matière de technologie. Qu'on réfléchisse sur la gestion de nos systèmes d'information. Qu'on réfléchisse sur l'urbanisation de ces systèmes d'information. C'est hyper important. Et que ce qui arrive, c'est parce que seulement nous sommes en retard. Nous n'avons pas réglé ces questions. Et on n'en voit pas de règle. Il faut qu'on les règle. Si on veut sérieusement se mettre sur le chemin de développement, il faut d'abord pouvoir capturer les données. Il faut pouvoir planifier correctement son développement. Le développement, ça se planifie. Maintenant, je suis sûr qu'il y a une chose qui est en train de se passer. C'est que les entreprises européennes, de plus en plus, s'installent chez nous. Eux, quand ils s'installent, mais ils utilisent des systèmes comme Salesforce. Et personne ne peut leur empêcher de faire ça. Donc, vous, en tant que développeur, en tant qu'ESN, rien ne vous empêche de mettre votre entreprise. Quand ces entreprises-là viendront, vous leur proposez vos services. Aujourd'hui, en Europe, il y a un déficit criard de développeurs Salesforce, d'experts Salesforce. Il faut dans l'offshoring. Certains travaux sont faits en Inde. Pourquoi ces travaux-là ne pourraient pas être faits en Afrique? Qu'est-ce qui l'empêche? On a une bonne connexion Internet. Au moins, aujourd'hui, l'Internet est réglé. Nous, c'est par ça qu'on a commencé. Les entreprises italiennes nous confient leurs travaux. Les Italiens, ils sont à 45 ans de moyenne d'âge. Imagine, une population, on est à 45 ans de moyenne d'âge. Nous sommes à 18 ans de moyenne d'âge. Alors, tu es jeune, tu vas pouvoir régler le problème des autres. Oui. Je voulais savoir, lorsqu'on fait la formation en Salesforce et qu'on obtient la certification de $200 pour le véhicule, qu'on est développeur débutant, en moins de combien peut-on être payé en entreprise? Ça dépend du pays. Ça dépend du pays. En tout cas, moi, j'ai vu des architectes qui se font dans les 800 € au jour. À Texas, 800 € au jour. Donc, on ne les emploie même pas, c'est-à-dire qu'on lui confie des projets, 10 jours, j'ai le projet qui passe en 9 jours. J'en connais personnellement. Maintenant, c'est vous qui voyez. Nous, ici au Sénégal, dans notre groupe, on a eu des difficultés pour retenir nos développeurs. On en a 2 qui sont partis, ils ont été recrutés directement à Paris. L'un est parti en France, l'autre est parti au Mali.
on ne pouvait rien faire. Parce que le salaire était beaucoup plus grand. Et jusqu'à présent, on a ce problème. On a pris des gosses, on les a formés, on les a aidés à se certifier, mais les gens les cherchent sur LinkedIn. Ce que tu essaies maintenant, tu formes tout le temps. Tout le temps, pour au moins, quand quelqu'un part, il y a quelqu'un qui vient. Nous, c'est le problème que nous avons. Aujourd'hui, c'est notre principal problème. Déjà, c'est une opportunité pour intégrer en fait Teranga Club parce qu'il suffit juste de vous former vous-même et vous venez directement et vous prendre. Je pense que dès qu'on commence à parler de libération, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est un grand champ quand même. Et nous tous, nous avons notre part obligatoire. Nous pouvons saisir cette opportunité. Car aujourd'hui, on développe aussi Salesforce. Ça ne court pas dans les rues. Ouais, à quel point ils sont utilisés. Et que tu mets Salesforce dans ton profil sur LinkedIn, tu te fais croiser par des autres entreprises. Donc, vous avez l'information aujourd'hui. Et c'était le but de l'atelier, d'une conférence. Le but de ces conférences, c'est de vous donner des informations pour qu'au moins vous puissiez savoir quoi faire. Vous connaissez maintenant cette force et vous savez beaucoup son utilité. Et tout ce que vous pouvez faire grâce à cette plateforme, à son écosystème aussi. Je pense peut-être avant de terminer, dire aussi, bon, on est en train de travailler avec le professeur Rousseau pour lancer aussi une certification en tant qu'admin Salesforce. Je pense que ça pourrait aussi vous intéresser. Ça peut être un premier pas pour déjà découvrir en fait Salesforce et vraiment de débuter en fait. Comme il l'a dit tout à l'heure, il faut toujours commencer par l'administration avant peut-être de progresser. On est en train de travailler dans ce sens-là pour proposer en fait des certifications en fait dans Salesforce. C'est une information à faire. Nous vous remercions encore de ce partage d'expérience. Et nous vous remercions aussi de nous dire